Bonjour YouTube, bienvenue dans une nouvelle VOD des questions d'actualité au gouvernement. Aujourd'hui, il n'y en a pas à l'Assemblée nationale, on est directement au Sénat. La séance va commencer d'ici une petite minute. Voilà le temps pour le gouvernement de rejoindre les bancs du Palais du Luxembourg. Séance au Sénat, durant lesquelles les sénateurs vont interroger les membres du gouvernement qui vont leur répondre, 2 minutes de chaque côté. Si jamais on n'épuise pas son temps de parole, on peut répliquer une fois jusqu'à épuisement des 2 minutes au total. Voilà, et donc on va suivre ça ensemble. Nous sommes en session extraordinaire du Parlement. C'est l'avant-dernière fois qu'on va pouvoir suivre ces questions-là avant que les députés et sénateurs ne partent en vacances. Ensuite, on aura une pause jusqu'à certainement à peu près mi-septembre, voire même peut-être octobre s'il n'y a pas de seconde session extraordinaire convoquée d'ici là. YouTube, si ce format se plaît, te plaît, oh ça y est, j'ai soif, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner et à partager. Voilà, ça me fera gagner en popularité. Vous pouvez recommander à l'algorithme mon format en regardant la vidéo et en faisant toutes ces petites interactions et je vous en serai infiniment reconnaissant. Voilà. On est chaud là dans le chat parce qu'on n'a pas eu de questions d'actualité au gouvernement côté Assemblée nationale. Donc on attend qu'une chose, c'est le début des questions d'actualité côté Sénat. On entend le son. Ça devrait plus tarder à commencer. Mais je dis pas que t'es pas coupable, King Loris. Je ne dis pas que t'es pas coupable, mais que ça adapte la peine. Justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Tu restes coupable, mais tu n'auras pas la même peine. Voilà, parce qu'on a eu un débat très passionnant et très passionnel surtout en pré-live. N'hésite pas à nous rejoindre YouTube si tu veux participer. On a des discussions sur des sujets très divers et variés avant les formats et après les formats. Donc si tu veux participer, n'hésite pas à nous rejoindre parce que c'est très intéressant. C'est pas Gérard Larcher, c'est une des vice-présidentes du Sénat. Oh, Gérard Larcher qui n'a pas fini de manger. Qui êtes-vous, madame? Je ne vous connais pas. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Ah, Sylvie Robert, vice-présidente du Sénat. J'indique que le président du Sénat ne peut présider Ça va, la le son séance car il participe au sommet sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie organisé par le président de la République, auquel participe également le Premier ministre. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. La parole est à Monsieur François Patriat pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Donc on commence avec Madame les la macronistes. Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Jamais, Monsieur le ministre, la délinquance n'a été aussi violente, aussi précoce, aussi récidiviste. Face à cette réalité, notre réponse pénale peine à convaincre les Français. La surpopulation carcérale ne cesse d'augmenter, le sens de la peine s'efface et la récidive marque notre échec collectif. Non, tu vas pas dire l'inverse de ce que j'ai dit pendant 3 quarts d'heure, s'il te plaît, King Loris. S'il te plaît, je fais que condamner le harcèlement, dire que c'est quelque chose de grave. Non, tu peux pas dire ça. Souvent à bout de souffle. Monsieur le garde des Sceaux, Je rappelle, parce qu'on a eu un débat très passionnel sur le harcèlement, je condamne toute forme de harcèlement. Voilà, et c'est à la justice de décider des peines encourues. Vous avez lancé plusieurs concertations, dont un exercice inédit de probation qui a suscité beaucoup d'interrogations, mais aussi beaucoup d'intérêt. Donc, quelles seront les méthodes et les axes majeurs pour construire cette révolution pénale que vous appelez de vos voeux? Notre droit pénal doit s'adapter aux enjeux de notre époque. S'il vous plaît, n'utilisez pas le chat pour régler vos différends. Je vous invite à suivre le format, à redescendre de 2 degrés. On en rediscute peut-être après. Je vous remercie. Mais voilà. Merci. Pour vous répondre, Monsieur Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Même moi, là, je commence à m'énerver aussi, c'est pas bon. Merci, mesdames. Je vous propose de vous calmer. Enfin, qu'on se calme ensemble. De souligner les moyens supplémentaires. Écoutons Gérald Darmanin, on va se calmer. Le ministère de la Justice, des moyens supplémentaires en termes de magistrats. Je rappelle que la France compte 3 procureurs de la République pour 100 000 habitants, 3 personnes au parquet pour 100 000 habitants. C'est 4 fois plus en Allemagne et c'est 10 fois plus en moyenne dans les pays européens. Et donc je compte évidemment sur la promesse faite par le Parlement de donner les moyens au ministère de la Justice. Vous avez le bouton, vous avez le droit de l'utiliser. La justice, évidemment, la ministre des Comptes publics, elle y travaille, sera tenue
à l'euro près pour permettre cette rapidité de la réponse pénale auquel les Français ont besoin. Mais vous l'avez dit, En exclamation arrêtée. il ne s'agit pas qu'une question de moyens, il s'agit d'une question d'organisation. C'est pourquoi j'ai proposé à Monsieur le Premier ministre qu'à la fin du mois d'août, je puisse proposer un projet de loi d'une dizaine d'articles qui fasse une forme de révolution pénale pour les délits, puisqu'on peut tous ici constater que les crimes sont très souvent, très largement vous avez condamnés spammé 2 trucs en à même la temps. hauteur de ce qu'attendent les Français dans les tribunaux. Mais c'est Salut, les délits Adam. du quotidien, les rodéos urbains, les attaques aux policiers et aux gendarmes, les attaques contre les enseignants, les cambriolages, les violences physiques, les violences sexuelles, qui sont souvent perçus comme étant pas à la hauteur de la demande des Français, dans la mesure où, en général, Ça marche pas? la punition vient de façon trop lente et l'exécution des peines se fait très mal. Suppression du sursis, ou au moins la possibilité de révoquer le sursis au premier sursis, suppression de l'aménagement de peine obligatoire à moins d'1 an de prison, établissement des courtes peines dans des ultra courtes peines de prison. Votre Parlement l'a voté hier dans la PPL dite Kervan. Fin des condamnations avec dispense de peine. Et de manière générale, vous l'avez dit, une révolution dans le monde pénitentiaire avec une peine de probation qui serait confiée à l'administration pénitentiaire je vous le mets pour vous. et non plus à l'autorité judiciaire. J'espère, Monsieur le Président, en vous remerciant de votre soutien, que l'ensemble du je me suis Parlement trompé. soutiendra cette réforme attendue par les Français. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président Patria. La parole est maintenant à Monsieur le Président Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Pourquoi c'est Sébastien Lecornu qui va répondre? Normalement, c'est censé être François Monsieur Bayrou. le ministre des Armées, lors du dernier sommet de l'OTAN, les Président des principaux pays Indépendants. européens ont annoncé l'objectif de consacrer 3,5% de leur PIB à la défense. Cette appréhension des périls qui planent sur l'Europe et de la nécessité d'une montée en puissance de ses capacités militaires est à saluer. Elle le serait encore plus si elle n'était aussi tardive et si elle n'avait J'ai vu ton message, Adam. l'injonction des États-Unis pour voir le jour. Mais des divisions profondes sont apparues entre Européens, masquées tant bien que mal par un communiqué d'une maigreur inaccoutumée, véritable haïku diplomatique. La France prône une autonomie stratégique selon laquelle les Européens doivent s'équiper et produire sur le sol européen, tandis que l'Allemagne préfère simplement un pilier européen plus fort au sein de l'OTAN. Cette position l'a emporté dans le programme EDIP, largement ouvert aux industriels Les États-Unis demandent de passer à 5% de PIB dans l'armement. la position de la France qui souhaite développer son industrie d'armement. Mais comment pourrait-elle avoir gain de cause si elle ne s'en donne pas les moyens? Le 7 juin 2022, le président de la République, évoquant l'Ukraine, a déclaré solennellement « Nous entrons en économie de guerre ». 3 ans plus tard, on en cherche vainement le moindre signe. Le syndicat professionnel de l'aérospatiale indique que les commandes du ministère des Armées ont diminué de 33% de 2023 à 2024. En 2025, faute de nouvelles commandes de l'État, les PME ont de sérieux problèmes de trésorerie et les grands groupes doivent payer leurs fournisseurs pour des contrats qui devraient déjà avoir été signés. Monsieur le ministre, dans le contexte d'une augmentation des budgets de défense, mais aussi d'une concurrence accrue avec nos partenaires, USA et Allemagne en tête, quelle est la stratégie de la France pour soutenir ces industries de défense? Dans l'immédiat, quand les commandes décidées pour 2025 seront-elles affermies? Je vous remercie. Pour vous répondre, Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Pourquoi c'est pas beaucoup, François Madame Bayrou? la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président. Est-ce qu'il est là? Malhuret, 3 aspects dans votre question. Le premier, les commandes. Je le vois même pas. Je crois qu'il est pas Les là. heures d'audition que nous avons tenues hier sous la présidence de Cédric Perrin en commission de la Défense et des Affaires étrangères. Tout le retard qui malheureusement avait été pris suite au décalage des commandes liées à la censure, l'année budgétaire au ministère des Armées a commencé le 2 mars et non pas le 2 janvier, ont été rattrapés. Donc ça, c'est l'engagement que j'ai pris hier devant vous. Je le redis ici. Deuxième des choses, vous avez 268 milliards d'euros de commandes sur la LPM actuelle, 20 milliards d'euros pour cette seule année. On est sur des chiffres qui sont inédits en termes de commandes. J'y rajoute l'export. On est pratiquement sur la 3e année en 2025 consécutif de résultats à l'export qui sont très prometteurs, pratiquement autour de 20 milliards d'euros. Donc globalement, les commandes sont bien là. En tout cas, de manière historique, elles sont là, c'est incontestable. Et surtout, en plus, nos partenaires à l'export les portent. Le vrai sujet, c'est désormais l'augmentation de cette économie de guerre. Alors, quand vous dites, je vous reconnais bien là, qu'on cherche les résultats, je pense qu'il suffit de voir les cadences, l'augmentation des cadences, l'augmentation des rythmes de production dans des usines comme KNDS, à Bourges, à Roanne, dans les usines de Dassault Aviation pour le Rafale, dans les usines d'MBDA pour le Mistral. Ce travail en plus, il est bel et bien réel. Le sujet maintenant, c'est aussi une leçon pour nous tous, c'est que ça va vite de détruire de la valeur industrielle, c'est beaucoup plus lent de la reconstruire.
Et on le voit bien, ces fameux dividendes de la paix pendant toutes ces années 2000, la RGPP, la délocalisation de certaines filières, y compris pour nos munitions. Quelques mois permettent de délocaliser et détruire, il faut plusieurs années pour reconstruire. Et c'est évidemment dans le dur dans lequel nous rentrons, tant sur les sujets d'innovation que sur les sujets de production. D'ailleurs, l'industrie civile, automobile au hasard, a beaucoup à nous apprendre dans la suite de l'organisation industrielle. Ce n'est pas qu'une affaire d'argent, ce serait faux de le dire. Troisième sujet qui est un débat en tant que tel, OTAN, Europe. 3,5% certes, mais repartons comme on l'a toujours fait de nos besoins militaires réels, de notre propre menace, de notre propre modèle d'armée. Et de fait, il faut pousser. EDIP, les discussions ne sont pas terminées. Le sujet otanien, il mérite à mon avis un débat ad hoc ici même au Sénat. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président Malouret, non. On continue avec Monsieur Jean-Marc. Ça va aller vite le aujourd'hui. groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Les sociaux-démocrates. Merci Madame la Présidente. J'ai pas lancé le Ma chrono. question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, avec cette question d'actualité, mon objectif n'est ni de créer la polémique, ni d'attiser une quelconque tension concernant l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie en prévision des élections provinciales de 2020. Ah mais non, mais il est en Nouvelle-Calédonie. Bah oui. Mon intervention a pour unique ambition d'obtenir un éclairage sur cette situation aussi complexe. Depuis le boycott des Kanaks à l'occasion du 3e référendum d'autodétermination en 2021 jusqu'aux événements débutés en mai 2024, la Nouvelle-Calédonie traverse une crise d'une intensité inédite. Crise sécuritaire, bien sûr, mais aussi sociale, économique et institutionnelle. Durant ces 5 dernières années, le nombre avancé, auparavant forgé sur un dialogue sincère et serein, semble avoir laissé place à une difficile danse, imposant un pas en avant et 2 pas en arrière entre l'État et nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie. Monsieur le ministre, fidèle à sa tradition pluraliste et d'ouverture, le groupe RDSE salue l'initiative des rencontres qui se tiendront à partir d'aujourd'hui à Bougival. Cependant, plusieurs signaux interrogent. Malgré votre tentative de relancer ce dialogue avec une proposition concrète sur la table, les propositions restent profondément divergentes. Certains responsables ont décliné l'invitation, d'autres y participent en affichant d'emblée leurs lignes rouges. La participation de la société civile et des acteurs économiques est un signe encourageant, mais leur place concrète dans les échanges reste floue. On ne sait ni sur quels principes ces rencontres reposent, ni quel cadre institutionnel elles entendent proposer, ni quelles garanties elles offriraient aux différentes parties. Ainsi, Monsieur le ministre, ma question est double. Où en sommes-nous et qu'attendre de ce potentiel accord de Bougival? Merci. Merci. Pour vous répondre, Monsieur Patrick Mignola, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Je ne sais pas comment on peut s'en sortir pour la Nouvelle-Calédonie. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Parce que des deux côtés, ça grince. Ruel, précisément, le ministre d'État, ministre des Outre-mer, participe Je dis grincer pour pas dire pire. À l'ouverture du sommet auquel vous avez fait référence sur la Nouvelle-Calédonie, convoqué par le Président de la République et en présence du Premier ministre. C'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui suppléé par la ministre d'État, Elisabeth Borne. Vous soulignez à juste titre la gravité de la situation en Nouvelle-Calédonie. Depuis le référendum, marqué par une forte abstention des électeurs indépendantistes jusqu'aux violences de mai 2024, la Nouvelle-Calédonie s'est enfoncée dans une crise profonde qui fracture sa société et met à terre son économie. Face à cela, nous avons depuis janvier réengagé un dialogue exigeant avec les partenaires politiques, fait inédit depuis 2020. Le conclave de Déva n'a néanmoins pas permis de dégager un accord, vous l'avez souligné, mais il a marqué une étape essentielle. Il a permis de clarifier les positions sans rompre le fil du dialogue. Il fait chaud au Sénat. Ce dialogue se poursuit donc à partir d'aujourd'hui. Le président de la République a convoqué un sommet inédit réunissant l'ensemble des forces politiques, économiques et sociales du territoire. Dès aujourd'hui, le ministre d'État ouvrira à Bougival les discussions politiques et tous les partenaires ont répondu présents. En parallèle, un collège économique et sociétal se tiendra les 3 et 4 juillet au ministère des Outre-mer afin de faire entendre la voix de la société civile, des forces économiques, des autorités coutumières et des acteurs de terrain. Vous nous interrogez, Monsieur le Sénateur, sur ce qu'on peut attendre de ces rencontres. Notre ambition est claire, faire émerger un projet d'accord global autour d'un cadre institutionnel rénové et d'un plan de reconstruction économique et sociale. Nous n'ignorons pas les divergences, mais constatons des volontés de dialogue, des attentes fortes et un sens des responsabilités. Le chemin sera difficile, mais il existe. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Claude Tissot
pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Les socialistes. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé de la Santé. La communauté scientifique et médicale exprime depuis plusieurs semaines de très vives inquiétudes quant à la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. La Médecins, PPL du professionnels de santé, associations de patients, sociétés savantes, chercheurs, conseils scientifiques du CNRS, tous nous ont massivement alertés sur les dangers majeurs pour la santé publique engendrés par les dispositions du texte. Alors même que la proposition de loi acte l'assouplissement des règles encadrant l'utilisation des pesticides et la réintroduction de certains néonicotinoïdes, ces différentes tribunes alarment sur l'ampleur des pathologies associées à l'exposition des pesticides. Une réalité s'impose, les pesticides tuent. Et puisqu'il faut le marteler, nous le martellerons, les pesticides tuent. Cancer pédiatrique, leucémie, myélome, lymphome, cancer de la prostate, la corrélation entre l'exposition aux pesticides et la survenance de nombreux cancers éclairs est avérée. Idem pour les maladies neurodégénératives, les affections pulmonaires, les troubles du développement neurologique de l'enfant. Des études ont mis en évidence que l'acétamipride, puisque c'est de lui dont on parle, traverse le placenta et peut se retrouver dans le liquide céphalorachidien des nouveau-nés. La société dans son ensemble, y compris les agriculteurs, ne veulent plus de toutes ces substances disséminées dans l'environnement, dans nos aliments, dans l'eau. Aussi, je m'étonne, Monsieur le ministre, de ne pas vous avoir entendu publiquement sur ces enjeux sanitaires. Face à un texte qui va accroître l'exposition de la population à des substances dangereuses, le principe de précaution constitutionnelle aurait dû imposer une réaction forte, claire et assumée de votre part. Votre silence est assourdissant et vous rend responsable des scandales sanitaires à venir. L'amiante ne vous a donc pas suffi, le chlordécone ne vous a donc pas suffi. Comment comprendre que le ministre de la Santé ne prenne pas publiquement position contre un texte qui risque de produire des dommages durables sur la santé publique ? Est-ce à dire que vous soutenez ces dispositions? Et ma question est donc claire, Monsieur le ministre, est-ce à dire que vous désavouez la communauté scientifique et médicale? Et pour l'instant, ça respecte le temps de parole. Hein. Répondre, Monsieur Yannick Noder, ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. C'est bon le son? Moi je le trouve faible. Voilà. Je ne vais pas expliquer ici la proposition de loi du plan puisque vous la connaissez. Je vais quand même simplement rappeler un certain nombre de choses pour que tout ne soit pas dit et son contraire. Cette proposition de loi veillait notamment à améliorer l'exercice du travail des agriculteurs, notamment sur de la simplification, sur des retenues en eau et autres. Il y avait un sujet important sur l'acétamipride, mais vous le savez très bien que la Constitution, ça serait non constitutionnel de remettre en vigueur l'acétamipride au même titre que les autres pays européens. Ce qui est proposé dans cette proposition de loi, c'est simplement de mettre la vigueur européenne en place en France comme ça l'est dans les autres pays. Après, naturellement, que nous devons être extrêmement attentifs. Et je vous réponds, monsieur le sénateur Tissot, le ministre de la Santé est extrêmement attentif sur l'évolution de ce sujet, mais le ministre de la Santé je l'aurais pas prend tenté, des celle-là. mesures qui sont basées sur des preuves. Ça s'appelle l'Evidence Base of Medicine. Donc, j'attends avec beaucoup d'attention dit quoi, là les études qui seront rendues par la communauté scientifique. Mais il y en a déjà des études, non? De l'ANSES, On en a parlé une fois au Sénat. La CMP a rétabli le caractère d'indépendance d'agence sanitaire, si jamais il avait été menacé, et en fonction des recommandations de l'ANSES, vous pouvez rire, monsieur le sénateur, mais c'est bien ça que les autres pays font, parce que c'est un sujet sur lequel nous parlons. Mais je crois qu'il y avait eu un rapport de l'ANSES, justement. Réunion de ministres de la Santé. Et le ministre de la Santé français va prendre les mêmes précautions que l'ensemble des 27 autres ministres concernant ce sujet. Donc, les mesures seront prises en heure et en temps avec la plus grande fermeté pour protéger la santé des Français. Mais laissons les études arriver et laissons les recommandations de l'ANSES se faire. Mettons la France au même niveau de précaution que les autres pays européens. Mais voilà, je dis que ça respecte le temps de parole et Yannick Noder, il dépasse. Bravo. La parole est maintenant à Madame Evelyne Corbière-Namazo pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste Kanaki. Merci, voilà, les communistes. Chers collègues, allez-y. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Madame la Ministre. Ah oui, c'est Babette qui va répondre. 300 écoles sont fermées
Pour cause de forte chaleur et que les canicules sont vouées à s'allonger, le bâti scolaire demeure inadapté au réchauffement climatique. Cette réalité concerne l'ensemble du territoire, hexagone comme outre-mer, où les chaleurs peuvent être extrêmes toute l'année et ont un impact sur la réussite des élèves. En 2023, Emmanuel Macron lance un plan de rénovation des écoles et promet d'en rénover 40 000. Les communes pensent pouvoir s'appuyer sur le fonds vert Oui, on en a pour parlé, financer leurs projets et contribuer à la transition écologique. Mais en 2025, le gouvernement réduit de moitié le budget du fonds vert, qui passe de 2,5 milliards d'euros à 1,15 milliard. Cette baisse irresponsable porte un coup fatal à la rénovation des écoles. Entre 2023 et 2024, le fonds avait financé plus de 2000 rénovations. En 2025, seuls 65 établissements ont vu leur rénovation subventionnée par ce fonds. Les élus locaux se heurtent à cette promesse non tenue. Les inégalités territoriales se creusent entre les collectivités qui ont les moyens d'engager les rénovations d'écoles et les autres. Je rappelle que les territoires où les élèves sont exposés à de fortes chaleurs en classe sont souvent ceux où les taux de pauvreté sont les plus élevés, comme à La Réunion. En Seine-Saint-Denis, 100% des écoles maternelles seront exposées à des chaleurs supérieures à 35 degrés d'ici 2030. Est-ce ainsi qu'on prépare l'avenir de notre jeunesse ? Alors que les plus riches sont ceux qui polluent le plus, les ménages les plus modestes sont toujours en première ligne face aux conséquences du dérèglement climatique. Quand les inégalités sociales et territoriales se cumulent, l'État doit plus que jamais être présent et combattre le changement climatique avec une politique plus ambitieuse et surtout financée. Pour l'heure, les personnels des écoles doivent se débrouiller seuls et certains maires ont dû fermer les établissements. Les syndicats enseignants déplorent l'absence de réflexion sur les effets de la canicule sur l'enseignement. Madame la ministre, allez-vous mettre en place des mesures urgentes et concrètes et lancer un grand plan de rénovation thermique des établissements scolaires dans toute la France ? Merci. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour les écoles ? Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Évelyne Corbière-Naminzo. Alors, vous avez raison, face à l'épisode de canicule que nous traversons, et on sait, comme vous l'avez souligné, que ces épisodes vont se multiplier, nous devons être particulièrement attentifs aux conditions d'accueil de nos élèves et de nos personnels. C'est pour ça que le week-end dernier, j'ai eu l'occasion de rappeler aux recteurs les consignes à appliquer pour l'accueil des élèves, pour l'organisation des examens, mais aussi l'attention à porter aux plus fragiles parmi nos élèves et nos personnels. Des mesures adaptées territoire par territoire ont été prises en lien avec les collectivités, avec les préfets et en associant, dans un dialogue de proximité, les organisations syndicales. Hier, au plus fort de l'épisode, un peu plus de 2200 écoles sur les 45 000 que compte notre pays ont été fermées. Et dans chaque situation, nous avons veillé à organiser un accueil pour les parents qui ne pouvaient pas garder leur enfant. Mais vous avez raison, cet épisode nous rappelle aussi la nécessité d'adapter nos écoles et nos établissements scolaires au dérèglement climatique. N'oubliez pas que chaque été qui va suivre sera l'été le plus frais qu'on ne connaîtra jamais et que chaque prochain été sera toujours plus chaud que le précédent. L'ensemble des collectivités, les communes pour les écoles, les départements pour les collèges, les régions pour les lycées. Pour accélérer cette dynamique, en effet, dès 2023, nous avions dédié une enveloppe sur le fonds vert pour cette rénovation du bâti scolaire. Et en complément, et c'est important, la Banque des territoires consacre 2 milliards d'euros pour financer des contrats de performance énergétique des collectivités, contrats de performance énergétique dont nous avons par ailleurs facilité l'utilisation. Et c'était l'objet d'un texte de loi présenté au début de ce quinquennat. L'État et la Banque des territoires ont engagé 1 milliard d'euros d'ores et déjà pour la rénovation du bâti scolaire sur tout le territoire. Et l'objectif est clair, c'est celui qui avait été annoncé par le Président de la République, avoir rénové 40 000 écoles dans les 10 ans. Donc vous voyez, Madame la sénatrice, nous continuons à avancer avec les collectivités pour proposer à nos élèves des écoles plus adaptées et plus durables. Je vous remercie. Remarquez comment elle esquive la question de la baisse des moyens. Pour le groupe Union Centriste. Les centristes, qui ne sont pas macronistes. Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et de la Famille, et elle concerne le mouvement de grève des pharmaciens de garde. J'y associe mon collègue François Bonneau, pharmacien d'officine. Ce mouvement est très largement suivi à travers la France, y compris dans le département du Nord.
Les pharmaciens estiment, à juste titre, que la mesure annoncée le 20 juin dernier pourrait bien porter un coup fatal à l'équilibre économique déjà précaire de leur secteur. Alors de quoi s'agit-il ? L'État a décidé de plafonner les remises que les laboratoires pharmaceutiques peuvent accorder aux pharmacies lors de l'achat de médicaments génériques. Ces remises, qui pouvaient atteindre 40%, seraient désormais limitées à 20 ou 25%. Ce mécanisme, qui pouvait apparaître technique ou budgétaire, est en réalité un levier économique vital pour les pharmacies. Cela signifie concrètement dans les territoires des licenciements, des fermetures, une fragilisation accrue du tissu de proximité et inévitablement une dégradation de l'accès aux soins pour nos concitoyens, surtout en ruralité. Alors ma question, Madame la Ministre, quelle réponse le gouvernement peut-il apporter aux pharmaciens d'officine pour garantir la pérennité économique de leur activité, maintenir les services de garde indispensables à la continuité des soins et préserver un maillage territorial déjà mis à mal? Je vous remercie. Lui, il n'a pas regardé les QHA à l'Assemblée nationale hier. Il devrait s'abonner à ma chaîne. Abonnez-vous. Et les familles. On a vu ça hier. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Hainaut. Monsieur le sénateur, d'abord partager un constat avec vous, c'est l'importance du maillage pharmaceutique partout sur notre territoire. Deuxième élément, vous le savez, Monsieur le sénateur, les pharmaciens ont le choix des médicaments génériques qu'ils souhaitent effectivement distribuer dans leurs officines. Et ce choix, il est entre autres lié à une possibilité qu'ils ont depuis 2014, qui est en fait une compensation avec une remise qui peut atteindre 40% sur le prix de ces produits génériques. Il s'avère que cette notion de remise de 40% s'achevait avec un arrêté qui se termine au 1er juillet. Le gouvernement a déjà commencé une concertation, je dis bien commencé car elle n'est pas achevée, avec les professionnels sur 3 éléments. Le premier, continuer à parler générique. Le deuxième, augmenter la part des biosimilaires qui, au moment où nous nous parlons, est très faible dans notre pays. Donc, augmenter les remises autour des biosimilaires. Et troisièmement, conformément au projet de loi de financement de la sécurité sociale, faire globalement une économie de 100 millions d'euros. C'est cette concertation qui a lieu au moment où nous nous parlons. Le gouvernement a accepté de reprendre à titre provisoire un arrêté qui permet qu'il n'y ait pas de vide juridique. Donc au moment où nous nous parlons, la remise de 40% existe encore. La volonté, c'est que nous trouvions un chemin entre les biosimilaires, les génériques et bien évidemment le sujet de la remise, tout en rappelant que le gouvernement souhaite renforcer le rôle des pharmaciens avec les TROD, avec l'accompagnement en matière de vaccination, avec l'accompagnement demain en prévention de l'hypertension artérielle, donc d'autres activités qui apportent d'autres réponses en matière de création de revenus pour les pharmacies et qui renforcent donc le maillage territorial. Merci, monsieur. Moins de sous de l'État et plus, oui, des pharmacies. Votre réponse est claire et limpide comme à l'habitude, mais au-delà, je crois quand même que nous sommes au cœur du mal français. Il ne s'agit pas de remettre en cause le principe d'économie, mais le principe de justice et de pertinence. Le mal français, c'est quand la technostructure décide et annonce de manière brutale des mesures d'économie qui frappent en fait le plus petit, le plus fragile, le plus faible, le plus isolé et souvent la ruralité. Et dans le cas d'espèce, ce sont les officines de la ruralité ou des quartiers. Et donc cette question est une mise en garde à la veille d'annonces d'économie, car en l'espèce, nous sommes au cœur du mal français et peut-être de la colère française. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame Mélanie Vogel pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Les écologistes. Merci Madame la Présidente. Oh, le chrono. Madame la Ministre, cette année en France, du fait de canicules que l'action politique aurait pu maîtriser, combien y aura-t-il de morts? Ah ouais, question directement. Ah, il n'y a plus de son. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Vogel. Ça file droit la question. Combien il y aura de morts suite à des canicules qui sont appelées à se succéder? Ça sera Santé publique France qui nous le dira en appréciant la surmortalité par rapport à ce qu'on aurait dû constater dans un temps normal. Mais vous le savez, par rapport à la canicule de 2003, et moi j'étais à ce moment-là à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris,
qui a coûté 15 000 décès précoces à notre pays. Nous avons énormément travaillé, énormément progressé, et tant dans les services de santé que dans les EHPAD, que dans les services de secours, nous nous sommes organisés pour faire face à ce type d'événement de canicule. Cela montre un vrai progrès, mais ça ne suffit pas, car nous devons maintenant non seulement continuer à baisser nos émissions de gaz à effet de serre, et c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous avons fait en rattrapant le retard du quinquennat 2012-2017, puisque le Conseil d'État a pu constater que dans le cadre du procès du siècle, nous avons baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 20%, rattrapant ce retard accumulé par nos prédécesseurs. Mais nous devons aussi mettre en œuvre le plan national d'adaptation au changement climatique, ce plan que j'ai présenté en mars dernier, qui avait été préparé par mon prédécesseur Christophe Béchu. 200 actions, dont certaines ont déjà été mises en œuvre. Je pense notamment au décret que nous avons co-signé avec Catherine Vautrin et Astrid Panossian. Pas l'air convaincu, Mélanie Vogel. La mise en œuvre de mesures de précaution pour les travailleurs pendant les temps de canicule. Un décret qui a été pris le 27 mai et qui est rentré en vigueur le 1er juillet. Nous allons continuer à travailler en ce sens, en interministériel. Alors j'ai bien compris que vous pensez à vous hydrater. 1 minute 50 pour pouvoir parler sans réplique. En tout cas, vous pouvez compter sur l'engagement du gouvernement et j'espère que votre engagement sera aussi présent au moment où il faudra négocier nos budgets. Madame Vogel. Attention, Merci. ça va faire mal. On ne sait pas combien il y aura de morts cette année, mais vous savez que depuis 2022 seulement, uniquement du fait des pics de chaleur, nous avons eu 20 000 morts en France. Et il y a une chose qui doit être bien claire ici, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Ces gens ne sont pas morts de la chaleur. Ces personnes ne sont pas mortes de la crise climatique, ni même de l'inaction climatique. Mais elles sont mortes de l'action climaticide menée par celles et ceux qui sont au gouvernement depuis 8 ans. De la pause environnementale, de la pause environnementale dans laquelle le président a voulu embarquer tout le continent européen, du sous-financement massif dans la transition écologique mené à son paroxysme cette année avec une baisse d'1 tiers des crédits dans la transition. Ah bah oui. Et ces personnes ne meurent pas au hasard. L'action climaticide ne tue pas les riches, elle ne tue pas les cadres qui travaillent dans des bureaux climatisés et qui vivent dans des logements isolés. Elle tue les travailleurs du BTP, elle tue les aides-soignantes, elle tue les ouvrières et les ouvriers qui vivent dans des passoires énergétiques l'été, l'hiver et dans des bouilloires l'été. Alors dans ce contexte, faire l'autosatisfaitie d'un plan d'adaptation qui a 2 ans de retard, qui est critiqué par le Haut Conseil au climat, par la société civile, parce qu'il est flou, qu'il est non financé, qu'il est non contraignant, en fait, c'est indécent. Parce que la vérité, c'est qu'au nom du seul objectif de vous maintenir au pouvoir, vous menez aujourd'hui, contre toute rationalité économique et budgétaire, à la tienne, Stéphane, une politique climaticide dictée par l'extrême droite. Et qui peut prédire le désastre auquel ça nous mènera? Tout le monde. Qui peut agir? Vous. Et quand il s'agira de régler les comptes, qui vous pardonnera? Merci, personne. chers collègues. Bon, un peu de calme, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas pour le redire, mais... Maintenant, à Madame Marie-Pierre Richer, pour le groupe Les Républicains. Ah, les Républicains, maintenant. Rattachés, les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je tiens à attirer expressément votre attention sur le danger que représente pour les pharmaciens autant que pour la santé publique votre projet de réduire de 20 à 25% le plafond des remises sur les médicaments génériques que les laboratoires versent aux pharmacies. L'application de cette mesure entraînerait la disparition de nombreuses pharmacies, non seulement dans les territoires ruraux mais aussi périurbains, ce qui va impacter la santé des patients. Une inégalité de l'accès aux soins qui va aller croissante entre nos concitoyens, alors que nous venons d'adopter des textes visant à l'amélioration de l'accès aux soins dans les territoires. La baisse de l'attractivité de la filière officine qui est déjà en souffrance. Cette liste n'est pas exhaustive, malheureusement. Rappelons-nous que le maillage officinal est déjà bien mis à mal puisque plus de 2000 officines ont déjà disparu en 10 ans, 24 dans mon département, le Cher. Or, ce maillage est le dernier rempart face aux déserts médicaux, en ce qu'il permet la téléconsultation, la prescription et l'administration des vaccins notamment.
Dans un contexte où les dépenses dérapent, des leviers d'économie sont recherchés, ce qui ne souffre aucune contestation. Pour autant, faut-il porter préjudice à l'économie de l'officine au profit des industriels ? Ces dernières années, on a transféré aux pharmaciens plus de missions auxquelles ils ont répondu, que ce soit pendant la période Covid ou la période post-Covid. Et avec combien de budget en plus? Alors qu'il y a quelques années, j'alertais déjà concernant la désertification pharmaceutique qui s'installait. Que répondez-vous à ces acteurs de l'offre de soins de proximité et à nos concitoyens? Merci. Merci. Pour vous répondre, Monsieur Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé. Neuder, pas Neuder. Merci, Il y a Madame pas de U. la Présidente, Madame la sénatrice Richer, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Votre question, elle fait sens parce qu'en fait, elle pose la question de est-ce qu'on est en train de voir arriver des déserts pharmaceutiques comme on a vu arriver des déserts médicaux. Alors que l'implantation des pharmacies est réglementée. On les voit arriver puisqu'on a perdu 7% d'officines en 10 ans et qu'un tiers des officines sont dans des communes de moins de 5000 habitants. Donc effectivement, sur le décret que vous avez évoqué, j'ai reçu les organisations syndicales hier. Je me suis entretenu ce matin avec la présidente du Conseil de l'Ordre pour effectivement, l'arrêté a été pris. Je l'ai signé lundi soir concernant effectivement le report de cette baisse de plafond pour pouvoir instaurer des discussions pour diversifier le revenu des pharmaciens. On voit bien qu'on a une difficulté, c'est-à-dire que certaines officines maintenant ne sont plus rentables, elles ne sont donc plus revendables. On a eu 294 fermetures d'officines en 2024 et je salue le travail qui a été fait par le Sénat, notamment par la proposition de loi Mouillé, puisque nous avons pu enrichir ce texte, notamment par un amendement du gouvernement qui permet justement de prévoir une rémunération pour finalement cette mission de service public dans les territoires qui permet aux pharmaciens de continuer naturellement de délivrer les médicaments qui est indispensable et qui est sa fonction primaire, de pouvoir diversifier ses actions sur du dépistage, sur de la vaccination, mais on voit bien qu'il va falloir pouvoir trouver d'autres modes de fonctionnement pour assurer ce maillage territorial qui est indispensable. Donc, comptez sur le gouvernement, sur l'action, pour pouvoir trouver dans le vecteur législatif Moulier qui fait partie d'un des piliers du pacte désert médical proposé par le Premier ministre et dans le PLFSS pour qu'on assure la pérennité de nos pharmacies et notamment en milieu rural. Merci. Madame Richer. Il vous reste 19 secondes. Ah bon? Merci. Moi, j'en ai 17. Hein. Je ne doute pas de votre volonté. Je pense que le meilleur signal à envoyer aujourd'hui, puisqu'on est dans les négociations, ce serait d'abandonner la mesure. Merci. Ils n'ont pas le même écoulement du temps au Sénat. Carole Sientu pour le groupe Les Républicains. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, depuis 2016, la région Île-de-France a subventionné 732 communes pour des dépenses de sécurité à travers son dispositif bouclier de sécurité. La région est ainsi venue en soutien de dépenses d'équipement des polices municipales ou de vidéoprotection pour un montant de 145 millions d'euros. Elle apporte aussi son concours à l'État pour la construction de commissariats. Or, voici que l'opposition a attaqué ce dispositif devant le tribunal administratif. Le rapporteur public a conclu à son annulation au motif que la sécurité ne relèverait pas de la compétence régionale. D'autres régions que l'Île-de-France ont adopté des dispositifs similaires. Si le tribunal administratif suit ces conclusions, c'est une partie non négligeable du financement des politiques de sécurité qui sera remis en cause. Au-delà du débat juridique sur lequel je ne reviendrai pas pour laisser la justice se prononcer, est-ce vraiment le résultat politique que nous souhaitons? Au contraire, nous serons en plein déni de réalité. L'État est-il si riche qu'il puisse se passer de l'aide des grandes collectivités régionales et les communes à qui l'État demande une montée en puissance des polices municipales ont-elles des budgets si abondants? Rarement le besoin de sécurité n'a été aussi grand. Il y a 2 ans, des émeutes sans précédent ont généré 800 millions d'euros de dégâts, dont des postes de police municipale détruits. Qui va aider les communes à se rééquiper, à se vidéoprotéger, sinon la région Île-de-France? Monsieur le ministre, si le juge qui doit se prononcer d'ici au 14 juillet devait annuler le bouclier de sécurité de la région Île-de-France, pouvez-vous nous assurer que le gouvernement prendrait ses responsabilités pour permettre aux régions qui le souhaitent de participer aux dépenses de sécurité des collectivités en mettant fin à toute incertitude juridique sur ce point? Je vous remercie. Je vous remercie. Pour vous répondre, Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État. Si ce n'est pas une compétence de la région, elle n'a pas à s'en occuper. Hein. Madame la présidente, mesdames, messieurs, c'est le principe de la décentralisation. Madame la sénatrice,
La situation que vous décrivez, elle est kafkaïenne, absolument kafkaïenne. Est-ce que la sécurité de notre pays n'appelle pas un effort de chacun et de tous? Bien sûr, au premier chef, nos forces de sécurité intérieure, l'État, mais aussi nos communes, particulièrement dans le continuum de sécurité et évidemment, notamment les régions. Il y a une incertitude. Pourquoi pas les départements tant qu'on y est? Aujourd'hui, le cadre juridique, c'est notamment un article du CGCT, l'article 42-21-1, qui dispose, que dans le champ de ses compétences, la région, par exemple, les transports, par exemple les lycées, elle a parfaitement le droit de financer des équipements, des services de sécurité. Et l'alinéa 3 de ce même article dispose que les régions peuvent contribuer à financer sur d'autres champs de ses propres champs de compétences un certain nombre de projets, avec complémentairement par exemple à l'État ou à d'autres collectivités. Moi je pense que là encore c'est une voie qui peut être empruntée. Vous l'avez dit, le rapporteur public, pas plus tard qu'hier, notamment du tribunal administratif de Montreuil, a eu un avis inverse. Je n'y reviendrai pas. Ce que je veux dire en réalité, c'est que non, l'État n'est pas suffisamment riche pour pourvoir aux besoins de toutes les communes. 145 millions d'euros que la région, dans le bouclier de la sécurité, a dépensé depuis 2016. Croyez-moi, l'État n'est pas riche et il faut encore une fois l'effort de chacun. Je prends l'engagement avec François-Noël Buffet, puisque nous recevions d'ailleurs il y a quelques heures toutes les associations de maires pour forger définitivement le texte de loi qui sera présenté dans quelques semaines, quelques mois, ici au Parlement pour les polices municipales. Nous leur redonnerons un certain nombre de responsabilités. Eh bien, nous vous assurons qu'un article permettra aux régions, notamment, de se saisir de cette compétence. C'est capital si demain on veut assurer le meilleur service public de sécurité à nos concitoyens. Madame Siintu. Oui, monsieur le ministre, comme nous, vous avez entendu l'inquiétude de centaines de maires qui, ce matin, de tous horizons, étaient réunis autour de Valérie Pécresse et qui ne savent pas comment défendre leurs citoyens en cas de suspension, même provisoire, de ces dispositifs. Nous sommes évidemment très rassurés par votre réponse. Merci, monsieur le ministre. Je vous remercie. En même temps, c'est une républicaine, il est républicain. Nicole Bonnefoy pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, Madame la Ministre de la Transition écologique, les fortes canicules comme celles que nous vivons démontrent que nous sommes très loin d'être prêts et elles nous rappellent cruellement le coût de l'inaction. En effet, votre climato-attentisme finit par mettre en danger les plus vulnérables dans les hôpitaux, les écoles, etc. Si nous pouvons saluer le déclenchement, même tardif, du plan canicule dans l'ensemble des services publics, nous ne pouvons pas nous satisfaire des renoncements écologiques successifs sur l'autel de la survie politique de votre gouvernement. En effet, lors du dernier projet de loi de finances, votre majorité a procédé à un rabot massif du fonds vert de près d'1 milliard d'euros pour l'année 2025, et ce malgré la création du Fonds territorial climat que notre groupe a porté ici même. Le 26 juin dernier, rebelote austéritaire, vous annoncez un nouveau coup de rabot de 5 milliards en vous gardant bien d'en donner la ventilation précise. Par expérience, nous savons tous que le ministère de l'écologie est bien souvent la première victime. Vous le savez, le fonds vert constitue l'outil pour les collectivités pour financer des protections contre les îlots de chaleur, la renaturation des cours d'école et bien sûr la rénovation énergétique du bâti public. Aussi, les élus locaux ne comprennent pas votre yo-yo budgétaire sur un tel enjeu. Prendre le risque du désinvestissement écologique met en danger in fine la population. Aussi, Madame la Ministre, alors que les arbitrages budgétaires sont en cours, pouvez-vous nous indiquer comment comptez-vous redonner aux collectivités les marges de manœuvre financières pour renouer avec la transition concrète, à commencer par la mise en sécurité des plus fragiles? Merci pour Je repense à quand j'étais élève et que j'allais à l'école, c'était déjà un four pendant la période d'été. J'imagine pas ce que ça doit être aujourd'hui. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Bonnefoy. Merci de me donner d'abord l'occasion de préciser que les premières mesures de vigilance sur la canicule ont été déclenchées le 20 juin. Alors certes, pas sous les caméras de télévision, mais il nous arrive de travailler pas sous les caméras de télévision et nous sommes au travail depuis plus de 15 jours maintenant et pas uniquement en cellule interministérielle de crise. Deuxièmement, je voudrais dire, peut-être en rebond de Madame Vogel, que le plan national d'adaptation au changement climatique a fait l'objet d'un avis
à la quasi-unanimité positif après un pilotage par un sénateur de son groupe, le sénateur Dantec. Donc il semblerait que d'autres membres de son groupe politique considèrent que ce plan national d'adaptation au changement climatique est à la hauteur de ce qu'il était attendu de faire. En tout cas, je lui recommande de partager cette information avec son collègue. Allez, une balle perdue pour Mélanie Vogel. Crédits qui sont consacrés à l'adaptation au changement climatique. Je veux rappeler ici que j'ai obtenu de la Banque des territoires qu'elle augmente son budget de 2 milliards d'euros pour précisément compenser les efforts budgétaires que nous avons faits sur l'accompagnement de la rénovation, notamment des bâtiments publics et du programme EduRénov, ce qui nous permet aujourd'hui de revendiquer que nous continuons à rénover des écoles. Nous le faisons à hauteur de 5 000 écoles ces 2 dernières années. Nous avons même une augmentation du nombre de programmes qui est soutenu, précisément parce que ces programmes sont plébiscités par les collectivités locales. Et j'invite vraiment les collectivités locales à se renseigner. Vous avez même un site qui expose très précisément ce programme EduRénov qui se poursuit. Notre ambition, elle a été mentionnée par Madame la ministre Borne, c'est 40 000 écoles dans les 10 ans à venir. Enfin, s'agissant du budget des collectivités locales, je constate une chose, c'est que par rapport à il y a 5 ans, il n'y avait pas de fonds verts. Ça n'existait pas. C'est nous qui l'avons créé. C'est cette majorité, enfin cette ancienne majorité qui a créé le fonds vert. Minorité maintenant. Qui n'avait été créé ni par la gauche ni par la droite. C'est donc plutôt du plus. Je constate également que la part de financement consacrée à des politiques écologiques et notamment à la rénovation du bâti est en forte progression pour des raisons évidentes. C'est que c'est aujourd'hui attendu par les habitants. Merci. Madame Bonnefoy. Oui, Madame la Ministre, c'est de la cohérence et de la constance qui sont nécessaires. Vous choisissez de faire de l'écologie une variable d'ajustement budgétaire. En rabotant de toutes parts votre budget chagrin, vous remettez en cause l'action publique locale qui, elle, est très consciente du mur d'investissement écologique devant nous. Vos décisions nous mènent dans l'impasse climatique et sont de ce fait, alors que vous vous en félicitez, contraires au plan national d'adaptation au changement climatique. Merci. Bon. La parole est maintenant Elle n'est à pas Madame convaincue. Sylvie Valentin-Lehir pour le groupe Les Républicains. Monsieur le ministre en charge des relations avec le Parlement, mercredi 11 juin, le Président de la République a convoqué par décret le Parlement en session extraordinaire. À C'est pour compter ça du qu'on regarde 1er ses juillet QAG. 2025, et nous honorons comme un devoir, avec sérieux et constance, notre mandat de parlementaire. Or, nous souhaiterions obtenir en réciprocité de la part du gouvernement des garanties calendaires en ce qui concerne les décrets d'application des lois votées au sein de notre Chambre pour les voir appliquées au nom des Français que nous servons. Les textes adoptés par notre Parlement dans l'attente de la publication de leurs décrets d'application demeurent bien trop nombreux. Quelques exemples, Monsieur le ministre. Je mentionnerai les décrets en Conseil d'État de la loi du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France. Les décrets prévus dans la loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et améliorer l'accompagnement des victimes. Enfin, les décrets d'application de la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux ne sont toujours pas publiés et nous pourrions poursuivre cette liste. Cependant, au regard du temps qui m'est imparti, je souffre tout particulièrement de ne pouvoir répondre à mes concitoyens au sujet des lois visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques liés au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie, ainsi que celles relatives à la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique, dite maladie de Charcot. Monsieur le ministre, nous ne votons pas les lois pour en faire de l'annonce, mais bien pour servir nos concitoyens. Aussi, nous ne pouvons concevoir que le gouvernement, sur des sujets aussi concrets et sensibles, tarde à les mettre en œuvre. Cette situation aboutit à fragiliser notre République au moment où celle-ci a tant besoin de résultats face aux multiples périls qui la menacent. Si les symboles sont nécessaires à toute nation, notre action ne saurait pouvoir être uniquement symbolique. Je vous remercie. Pour vous répondre, Monsieur Patrick Mignola. Oui, parce que quand une loi est votée, il faut qu'elle soit appliquée via des décrets. Et s'ils ne sont pas publiés, les lois ne peuvent pas entrer en application, quand bien même elles soient votées. Madame la sénatrice,
Vous avez parfaitement raison, un texte de loi ne vaut pas lors de son annonce, pas non plus seulement lors de son vote, mais quand il produit un effet concret dans le quotidien de nos concitoyens. Et c'est l'occasion de saluer la présidente Vermeillet qui a réuni tout récemment, il y a une quinzaine de jours, ici au Sénat, la commission de suivi d'application des lois et à laquelle j'ai pu faire part des efforts, oui, parce qu'ils ont fait un travail extrêmement important. On peut les applaudir. Nous sommes arrivés aux responsabilités, vous le soulignez parfaitement, compte tenu de la période d'instabilité qu'avait rencontré notre pays et du très grand nombre de textes au cours de ce semestre qui crée un effet ciseau dans les prises de décrets d'application, le taux d'application des lois approchait dangereusement les 60%, ce qui est évidemment inacceptable. Donc le Premier ministre m'a demandé, dès notre arrivée, de réunir une nouvelle fois le comité 60% seulement des lois réellement appliquées. Je l'ai fait une autre fois depuis, et ce taux a dépassé à nouveau 70%, ce qui reste néanmoins insuffisant. Et nous sommes convenus avec la présidente Vermeillet de continuer tous les 2 à 3 mois de réaliser des points réguliers pour que nous revenions à une situation normale. Et au demeurant, je vous dis la disponibilité qui est celle du ministère des Relations avec le Parlement, si des cas spécifiques doivent attirer notre attention, comme vous venez de le faire, et je peux ainsi vous apporter un certain nombre de réponses. S'agissant de la loi sur les ingérences étrangères, en vous indiquant que le décret est bien en cours d'examen au Conseil d'État, et pour le dispositif de don au think tank, parce qu'il faut se rapprocher de la HATVP, ça nous prendra à peu près l'été. Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Pour ce qui est de la loi sur la protection des élus, on a une difficulté de compatibilité avec le droit européen sur l'assurabilité des assurances, mais nous espérons bien trouver une solution pour qu'il soit opérationnel. Sur le décret sur les dépenses de sécurité des candidats, le décret sera opérationnel avant la campagne des municipales, et c'est très important parce qu'il faudra ouvrir les comptes de campagne à partir du mois de septembre. Quant à la maladie de Charcot, que vous avez bien voulu voter ici au mois de février dernier, nous serons au rendez-vous de nos engagements que dans les 6 mois, un décret d'application soit publié, et je peux vous l'annoncer, il le sera au mois de septembre. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union centriste. Le retour des centristes qui ne sont pas macronistes. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée au numérique. Les dangers de l'exposition précoce et excessive aux écrans et les méfaits des réseaux sociaux semblent aujourd'hui être enfin au cœur des préoccupations du gouvernement. Il y a quelques jours, vous avez co-signé avec Mesdames Borne et Vautrin une tribune avec une vingtaine de ministres européens appelant à faire de la protection des mineurs en ligne une priorité sociale et politique. Ce qu'ici nous ne pouvons que soutenir, car il y a 7 ans, sur ma proposition, le Sénat adoptait déjà à l'unanimité un texte visant notamment à protéger les plus jeunes, hélas alors non soutenu par Agnès Buzyn. C'est depuis pourtant bien un enjeu de santé publique avéré. Aussi, notre commission des affaires européennes examinera ce jeudi, j'en remercie le président Rapin, ma proposition de résolution européenne en faveur d'une majorité numérique, d'une vérification d'âge par les plateformes et des normes de sécurité dans la construction des algorithmes et outils. Maintenant, au-delà de cette régulation relevant de l'Union, il est temps pour notre pays de prendre des mesures sanitaires, sociales, éducatives. Plusieurs annonces ont été faites par les différents ministères. Mais de la petite enfance à l'adolescence, on ne voit pas très bien l'articulation. Y a-t-il, Madame la Ministre, un plan d'action global et coordonné qui s'appuierait par ailleurs sur les différents travaux du Parlement? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, Madame Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Quelle est la suite du programme? Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame le sénateur Morin-Desailly, je vous remercie pour cette question très importante. Vous savez, la conviction qui est la mienne, qui est la nôtre, de protéger les enfants des dérives des écrans. Vous l'avez rappelé, nous avons commencé un travail très important, mais qui ne date pas d'hier. Permettez-moi de remettre les choses dans notre contexte. Il y a 1 an, la commission écran rassemblait des scientifiques de tous bords pour dresser un constat alarmant. Le numérique, c'est formidable, mais l'impact sur la santé mentale, le développement, les troubles de l'attention, la sociabilité de nos enfants est un impact qu'il ne convient de ne plus ignorer et sur lequel nous avons décidé d'agir. Sous l'impulsion du président de la République et du Premier ministre, nous sommes, avec mes collègues, vous l'avez dit, Elisabeth Borne et Catherine Vautrin, très attachés à faire de ce constat, une action politique déterminée pour protéger nos enfants des dérives du numérique. Nous ne venons pas avec des mesures pour interdire, mais bien pour protéger, pour redonner du temps aux enfants, d'être simplement des enfants. C'est bien là ce dont il s'agit aujourd'hui. Quand nous parlons... Pour l'instant, beaucoup d'éléments de Catherine langage. Vautrin parle d'interdire.
les écrans aux moins de 3 ans, quand Elisabeth Borne parle d'interdire les téléphones dans les collèges ou de la pause numérique, quand je me bats pour l'interdiction des réseaux sociaux au niveau européen, vous pouvez savoir que notre détermination est entière, notre coordination est excellente et nous avons chacune dans nos périmètres respectifs un engagement ferme à pouvoir avancer pour protéger nos enfants. Ce combat, vous l'avez mentionné, nous ne le menons pas seuls, il s'appuie sur des travaux de très grande qualité que vous avez pu mener vous-même, mais aussi certains de vos nombreux collègues ici, au Parlement, à l'Assemblée nationale aussi, d'ailleurs des travaux très récents qui nous invitent à nous interroger, à passer à l'action. Le travail des parlementaires européens, bien sûr, que je veux aussi mentionner. Vous le voyez, quand nos enfants passent 4 heures par jour sur les écrans, 4 heures, c'est un travail de toutes parts qu'il faut mener. Nous avons une ambition politique commune. Je crois qu'ensemble, nous n'allons rien lâcher. Nous sommes entendus et écoutés et nous avançons. Je vous remercie. Vous passez combien de temps, vous, sur les écrans? Moi, c'est à peu près 16 heures par jour. Oui, en effet, Madame la Ministre, vous l'avez dit, le constat est alarmant, posé ici d'ailleurs de très longue date, donc il est urgent d'agir. Urgent d'agir sur la surexposition aux écrans, aux conséquences néfastes pour la santé et l'apprentissage. Il y a là en effet des mesures à prendre de manière urgente. D'autre part, agir face aux contenus inadaptés et violents dont sont abreuvés les jeunes, par ailleurs victimes de différents maux allant du cyberharcèlement à la désinformation. On parle même de guerre cognitive visant à affaiblir notre jeunesse. Ces contenus dépendent des plateformes, vous le savez. Leurs modèles toxiques privilégieront toujours le profit à la sécurité. Ouais, pareil pour moi. 3 écrans. L'application même insuffisante des règlements européens. À l'heure de l'IA aussi, construisons enfin des outils, des offres alternatives aux modèles éthiques et vertueux. Et puis, par ailleurs, on pourrait peut-être faire de la montée en compétences numériques une grande cause nationale. J'ai écrit dans ce sens au Premier ministre, en complément de ce plan d'action coordonné, je salue l'action des différents ministres, ça pourrait permettre à chacun, dont les parents, dont la communauté éducative, mais l'ensemble de tous nos concitoyens, d'être enfin formés et aguerris aux questions de cybersécurité de manière générale. Je vous remercie. Chers collègues. Ah oui, là, on a un peu dépassé. Madame Pauline Martin, pour le groupe Les Républicains. Pour l'instant, on n'a pas dépassé les 30 secondes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le raisin français est en colère devant le grand réveil de la Commission européenne 23 années plus tard sur une clause jamais appliquée dans l'accord commercial entre Bruxelles et Pretoria. Et quelle clause? 15 millions d'euros au bénéfice de la croissance inclusive de la filière vin d'Afrique du Sud. Autrement dit, vers une diversification des profils avec des opérateurs féminins et de couleur, assortis de quotas d'importation sans taxe douanière pour les vins et spiritueux sud-africains. Si l'objet peut paraître louable, bien que peu quantifiable, est-il vraiment nécessaire d'actionner ce levier endormi au moment même où nos viticulteurs traversent une crise de grande ampleur liée à la chute de la consommation et au réchauffement climatique? Les esprits s'échauffent, la viticulture suffoque, bref, la coupe est pleine. Même si la filière vitivinicole est soutenue, comment interpréter le message de l'Union européenne si prompte à aider ses concurrents et si lente à protéger son tissu économique, nourrissant ainsi d'une main un ressort électoral qu'elle prétend combattre de l'autre? Je vous remercie. Pour vous répondre, Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, je vais répondre en quelque sorte à 2 voix avec la ministre de l'Agriculture. Le raisin français est en colère et il a des raisons de l'être parce que cette décision qui a été prise d'octroyer cette subvention arrive en pleine crise pour le secteur, sous la pression du changement climatique, sous la pression de la baisse structurelle de la demande et sous la pression des tensions tarifaires, avec la négociation en cours des droits de douane qui conditionnent l'avenir du secteur des vins et des spiritueux. Alors, vous le savez, la ministre de l'Agriculture, les ministres au Quai d'Orsay sont pleinement mobilisés pour défendre les agriculteurs français et leurs intérêts. C'est le cas dans le cadre des discussions sur l'avenir de la PAC. C'est le cas de notre opposition résolue à l'accord du Mercosur en l'état. Et c'est encore le cas lorsque nous avons poussé l'Europe à faire
des gestes pour nos viticulteurs à travers le programme de soutien au secteur viticole et les mesures d'urgence. Mais face à la crise structurelle que traverse le secteur, nous sommes en droit d'attendre un plan structurel de réponse par la Commission européenne, par l'Union européenne, difficultés que rencontrent les viticulteurs. Le ministre délégué chargé de l'Europe a écrit en ce sens au commissaire Christophe Hansen, qu'à mon avis, il serait sans doute utile que vous puissiez inviter dans le vignoble français pour qu'il puisse se rendre compte, s'il ne l'a pas déjà fait, des difficultés rencontrées par les viticulteurs et le raisin français. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Martin. Eh bien, Monsieur le Ministre, nous attendons donc le représentant de la Commission européenne pour qu'il entende les raisons de la colère de nos viticulteurs. Merci. Je crois qu'il va être bien la parole reçu. est maintenant à Madame Colombe Brossel pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Je crois que c'est leur dernière question aux socialistes pour aujourd'hui. Madame la Présidente, Madame la Ministre, en Oui, c'est leur dernière. 2023, le Président de la République avait pris l'engagement de réformer le complément du mode de garde en l'étendant aux enfants jusqu'à leurs 12 ans. Après un long délai, mais respectant l'engagement que vous aviez pris, vous avez annoncé les contours de cette réforme tant attendue par les familles le 12 juin pour une entrée en vigueur le 1er septembre. Aux côtés de nombreuses associations qui réclament cette réforme depuis longtemps, nous sommes plusieurs parlementaires mobilisés pour faire advenir ce nouveau droit. Je pense par exemple à Laurence Rossignol, à Béatrice Gosselin ou à Philippe Brun à l'Assemblée. Véritable mesure en faveur du pouvoir d'achat, l'extension du CMG est essentielle afin de faciliter la prise en charge de la garde d'enfants, notamment pour les mères qui élèvent seules leurs enfants et qui sont, vous le savez, 82% des familles monoparentales. Pourtant, selon les remontées de plusieurs associations, la plupart des mères seules ayant un enfant de moins de 6 ans verront leur situation se dégrader par rapport à la situation actuelle en raison de la suppression de la majoration accordée aux familles monoparentales ayant des enfants de moins de 6 ans. Je résume, vous prenez dans les poches des unes pour mettre dans les poches des autres. Avant, la solidarité nationale, c'était l'ensemble de la nation qui, ensemble, aidait les plus fragiles. Et bien maintenant, c'est les plus fragiles qui aident les plus fragiles. Madame la ministre, les conséquences de ce choix politique sont néfastes et elles sont d'ores et déjà connues. Éloignement de l'insertion professionnelle et de l'emploi, accroissement de la précarité. Alors que des politiques publiques doivent permettre de protéger, de reconnaître et d'accompagner les familles monoparentales, les familles les plus fragiles, vous renforcez avec ce décret la précarité des mères solo. Madame la ministre, il y a urgence à revenir sur vos premières annonces. Étendez le complément mode de garde aux 12 ans des enfants sans pénaliser les mères solo. Merci. Pour vous répondre, Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Donc le CMG, prestations versées par les CAF. Messieurs les députés, les sénateurs, pardon, Madame la sénatrice, vous m'interrogez sur le sujet du complément mode de garde et vous avez raison, ça faisait partie des sujets sur lesquels le président de la République s'était engagé. Il s'était d'autant plus engagé que nous le savons, au moment où nous nous parlons, il y a un manque de 40% de places de garde pour accueillir nos enfants dès lors que leurs parents, évidemment, travaillent. Et donc, le sujet que nous avons évoqué, la manière dont nous avons monté le complément mode de garde est autour de 3 sujets. Le premier, c'est déjà pour les parents, globalement, de prendre en charge à la fois la composition de la famille, le revenu de la famille et le besoin de nombre d'heures en fonction de l'activité, de façon à diminuer le reste à charge. Ça, c'est pour les couples. Deuxième élément, nous avons également, vous l'avez rappelé, travaillé sur les parents solos. Et ce que nous avons fait pour les parents solos, et qui est l'élément le plus important, c'est qu'effectivement, nous avons souhaité non pas aller de 3 à 6, mais poursuivre de 6 à 12, tellement nous sommes conscients qu'un parent solo a besoin que son enfant soit accompagné plus longtemps, puisqu'il n'est pas question qu'il soit tout seul quand il rentre de l'école. Je ne vois pas comment à 6 ou à 7 ans, on peut rentrer tout seul et n'avoir personne pour vous accompagner. La troisième chose sur laquelle nous avons travaillé, c'est le sujet des couples qui sont en garde alternée. Puisque jusqu'à maintenant, dans le complément mode de garde, nous n'avions qu'une prise en charge pour l'un des deux parents, alors qu'il est juste logique de considérer que quand on est en mode alterné, en général, on vit dans la même ville et que donc avoir la même solution de mode de garde avec une prise en charge
pour chacun des parents, c'est l'élément clé. Voilà les 3 mesures importantes. Et il y a bien là un effort de solidarité nationale pour chacun. Et mon objectif, c'est bien du gagnant-gagnant. Et je suis à votre disposition pour qu'on en reparle autant que vous le souhaitez, car nous poursuivons, je crois, le même objectif, l'accompagnement des tout-petits. Oui, mais elle n'a pas répondu à la question de la sénatrice. Il vous reste 10 secondes. Madame la ministre, ma question, elle portait sur la suppression du bonus de 30% pour les familles monoparentales. Un chiffre, selon l'UNAF, 55% des familles allocataires vont, après ce décret, perdre en pouvoir d'achat. C'est quand même une réforme qui pénalise plus de la moitié de celles qui sont concernées. Ça n'est pas possible, Madame la ministre. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Patrick Chaize pour le groupe Les Républicains. Allez, ça va toujours le chat? Plus que 2 questions. Madame la ministre, Madame la présidente, mes chers collègues, le mandat du président directeur général de La Poste, Philippe Wahl, que je veux saluer ici pour le travail accompli au sein du groupe La Poste, est arrivé à son terme le 25 juin dernier. Il aurait dû être remplacé, tel que l'a affirmé Madame la ministre des Comptes publics dans cette enceinte le 27 mai, à l'occasion d'un débat sur le sujet. Or, aujourd'hui, 2 juillet, aucune information ne nous est parvenue, laissant penser que la décision serait reportée au plus tôt au mois d'octobre. Ce retard dans les nominations ne semble pas être un cas isolé, à l'instar de la présidence du groupe SNCF, également en attente. Aussi, pouvez-vous nous éclairer sur les raisons ayant conduit au report de ces nominations, et plus particulièrement à la tête de La Poste? Vous en conviendrez, cette situation suscite de vives inquiétudes quant aux conséquences sur le projet de l'entreprise, qui se trouve actuellement à un tournant crucial, nécessitant des réformes significatives, eu égard notamment à la participation du budget de l'État de plus de 1 milliard pour équilibrer les comptes. Dans le contexte où La Poste a pour mission essentielle de garantir un service public de qualité, comment votre gouvernement envisage-t-il d'assurer la continuité et l'efficacité des services proposés aux citoyens pendant cette période d'incertitude? Je vous remercie. J'ai entendu dire que pour la SNCF, ce serait Jean Castex qui serait propulsé DG. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le retour de Jean Castex. Sénateur, cher Patrick Chaize, permettez-moi de répondre à cette question car le ministre de l'économie, à la demande de la HATVP, doit se déporter. D'abord, conflit d'intérêts. Votre travail, monsieur le sénateur, un travail de longue haleine que vous menez à la Commission des affaires économiques, votre attention personnelle sur le cas de notre opérateur et qu'il me soit permis également de saluer la mission qui a été accomplie par le président directeur général Philippe Wahl depuis 2013. Alors, vous l'avez dit, la gouvernance de La Poste est une priorité absolue. C'est un pilier du service public qui, chaque jour, assure des missions majeures qui ont lien aussi avec l'aménagement du territoire. Dans l'attente de la décision présidentielle, pour laquelle je n'ai pas de calendrier exact à vous donner, une direction intérimaire à 2 têtes a été mise en place. Philippe Wahl a été renouvelé, non pas comme PDG, mais comme administrateur. Il reste le président du conseil d'administration. Philippe Bajou assurera la direction générale jusqu'à la nomination d'un nouveau PDG. Et cette transition est bien sûr, monsieur le sénateur, temporaire. Le process de recherche d'un successeur est en cours. L'Élysée a été saisi d'une liste de candidats qui a été établie par le comité des nominations et il souhaite poursuivre les discussions en lien bien sûr avec la Caisse des dépôts. Cela implique, et cette fonction implique des qualités qui sont éminentes, difficiles, complexes, des qualités bancaires et financières, sociales et managériales, et bien sûr une sensibilité territoriale marquée. Ce candidat devra présenter également un projet visionnaire, audacieux, ambitieux, pour relever les défis réels que vous avez mentionnés. En attendant, le Parlement sera évidemment consulté selon l'article 13 et je vous assure que l'État reste pleinement engagé pour garantir, notamment pendant la période budgétaire, la continuité du service public postal. Puisque le Parlement a son mot à dire sur les nominations. Oui, Il merci, vote. Madame la présidente. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse qui me laisse néanmoins perplexe et interrogatif pour l'avenir de La Poste. En raison de l'absence d'un président directeur général à sa tête, ceci alors que l'entreprise, je l'ai dit, doit faire face à des défis tout en préservant son rôle fondamental au sein de la société. Vaut mieux ne pas avoir de président que de ne pas avoir d'employés. Un vrai projet pour La Poste. La priorité, c'est pour les employés qui font fonctionner les postes. Les propositions d'un rapport sénatorial que vous connaissez parfaitement, je crois, Madame la ministre. Mais au-delà, la question fondamentale que nous nous posons est: y a-t-il toujours un pilote dans l'avion?
Merci. La parole est maintenant à Madame Anne-Sophie Romagny pour le groupe Union Centriste. Et ce sera notre dernière question. Merci, pour aujourd'hui. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture. Madame la ministre, les viticulteurs ont découvert une décision de l'Union européenne qui les a surpris et ils demandent, comme nous tous, des précisions. En effet, en raison de l'application tardive d'une décision du Conseil européen du 21 janvier 2002, qui acte un accord visant à favoriser et promouvoir les échanges de vins produits en Afrique du Sud, une aide communautaire de 15 millions d'euros a été engagée au bénéfice du développement de l'inclusivité de la filière vin d'Afrique du Sud. Celle-ci vise à établir un programme de restructuration du secteur sud-africain des vins et spiritueux. L'une des contreparties était de protéger les désignations européennes du Porto et du Sherry au bout d'une phase progressive ne dépassant pas 12 années. Alors, Madame la Ministre, j'ai 3 questions. Les appellations Porto et Sherry ont-elles été réellement protégées et qu'en est-il de nos AOC françaises ? Quelles sont les autres contreparties dont auraient pu bénéficier les viticulteurs européens sur le territoire d'Afrique du Sud dans le cadre de cet accord? Enfin, l'Europe envisage-t-elle des dispositifs de soutien à la viticulture européenne et française? Je vous remercie. Merci. La question explosive. Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Donc, elle est là, Annie Merci, Genevard. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Anne-Sophie Romagny. Vous faites référence au déblocage à hauteur de 15 millions d'euros d'une aide européenne en faveur de la filière vin sud-africaine. J'ai découvert cette attribution, comme vous. Qui relève de la PAC, donc. Et elle découle d'un texte qui date de 2002, sur la base d'un accord commercial plus global signé en 1999. Oh, j'étais jeune. Il y a donc 26 ans. Alors, je vous avoue n'avoir pas lu le détail de cet accord et ne pas pouvoir vous répondre sur le Sherry et le Porto. Mais j'ose espérer que si cet accord a été conclu pour protéger ces appellations, j'ose espérer qu'elle le soit. En tout cas, je me renseignerai et je vous le dirai. Autant vous dire que 26 ans après, aucun d'entre nous n'est comptable de cet accord. Néanmoins, vous me demandez si j'y suis favorable. À l'évidence, non. Je n'y suis pas favorable parce que je me bats depuis des mois maintenant pour la filière viticole, qui est probablement de toutes les productions agricoles françaises, une de celles qui souffre le plus. Et elle a été éprouvée par les aléas climatiques, comme cela a été dit par le ministre des Affaires étrangères. Elle est éprouvée également par les évolutions de marché et de consommation. Et je voudrais vous rappeler, à l'occasion de votre question, ce qui a été fait très rapidement: l'arrachage à hauteur de 120 millions d'euros, les prêts exceptionnels de soutien à la trésorerie, la prise en charge exceptionnelle des cotisations MSA, l'aide de 9 millions d'euros que j'ai voulu attribuer aux jeunes viticulteurs qui sont particulièrement en souffrance, l'aide de 1 million d'euros pour soutenir les pépiniéristes viticoles. Enfin, Madame la sénatrice, votre question me donne l'occasion de vous rappeler à quel point je suis vigilante sur les accords commerciaux, et particulièrement ceux qui ont été imaginés il y a un quart de siècle de cela. Et je pense naturellement au Mercosur, contre lequel je me bats parce qu'il est mauvais pour nos filières agricoles. En tout cas, l'affaire n'est pas conclue. Nous nous battons. Merci Madame la Ministre. Madame Romagny. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour tout votre engagement pour la profession agricole et viticole. Vous l'avez dit, cet accord date de 2002. En 24 ans, du jus de raisin a coulé dans les pressoirs. La situation agricole et viticole a largement évolué et les viticulteurs comptent sur vous, en pleine crise structurelle, conjoncturelle, comme vous l'avez rappelé, de la filière, à l'heure où le changement climatique bouleverse la vigne, à l'heure où l'on arrache des pieds de vigne en France, les vignerons attendent des actes forts. Le patrimoine viticole français est une véritable pépite. Accompagnons le développement de nos vignobles. Je vous remercie, Madame. Et voilà. Merci. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h30 pour la lecture des conclusions de la CMP sur la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier
d'agriculture. Ah bah oui, la PPL du plomb. Ah bah voilà, on en parlait tout à l'heure. Et bah voilà, c'est la fin de cette séance de QAG. Donc le Sénat va faire son vote solennel sur la PPL du plomb suite à la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire. Donc on entrerait peut-être vers une phase de ratification définitive de la loi, du moins pendant cette période donc de session extraordinaire du Parlement. Voilà. Bon, séance intéressante. Voilà, on aura parlé des sujets toujours d'actualité. C'est le principe de ces questions d'actualité, hein, encore une fois. Hein, excusez-moi, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais le Parlement non plus. Hein, voilà. Je valide la prédiction, du coup. Toc, donc, on n'a pas eu de dépassement de plus de 30 secondes. Voilà. Hop. J'espère, YouTube, que cette VOD t'aura plu, que tu auras appris des choses intéressantes. Du coup, je rappelle un petit peu ce qui se passe pendant cette session extraordinaire qui va durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Les QAG de l'Assemblée nationale seront le mardi, les QAG du Sénat seront le mercredi, un peu comme c'était avant, finalement, avant les arrangements de Yael Braun-Pivet. Et donc, du coup, ensuite, on fera une pause jusqu'à minimum mi-septembre, voire peut-être début octobre, sans format de questions d'actualité au gouvernement, puisque le Parlement et le gouvernement seront en vacances, entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire qu'on continue à travailler, mais en fait, on n'est plus présent dans le Palais du Luxembourg et dans le Palais Bourbon. Voilà. Donc nous, on aura une petite vacance de ce format-là, mais qui reviendra à la rentrée. S'il vous plaît, que vous êtes motivé, n'hésitez pas à lâcher les pouces en l'air, les commentaires, les abonnements et les partages pour montrer que vous avez envie que ce format continue, y compris à la rentrée. C'est toujours un plaisir pour moi que d'essayer de faire de la pédagogie politique sur ce qui est dit au Palais Bourbon et au Palais du Luxembourg. Et justement, j'ai pour projet d'essayer de voir si je peux pas diffuser plus de contenu des deux assemblées pour expliquer comment se passe le travail législatif. Mais pour tout ça, justement, je vous donne rendez-vous à la rentrée. Voilà, YouTube. Merci d'avoir regardé cette VOD. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Porte-toi bien.